Hello les zikos, c'est Cam de la chaîne Musico Room et aujourd'hui on va faire une analyse de la série Kaamelott. Encore une analyse de Kaamelott ? Mais nous, on va prendre un nouvel angle, on va parler des musiques de la série. Attends avant de commencer, j'ai un truc à te montrer. Ça pouvait pas attendre ? Non, justement, allez, viens. Oui bah j'arrive, c'est bon. Mais c'est le château, on peut rentrer ? Halte ! Veuillez rester distant. Halte, disposez, moussaillon. Halte au passage. Ok, bon bah finalement on va rester là. Ouais, ça vaut mieux. Je disais donc qu'aujourd'hui, on va parler des musiques de la série Kaamelott. Ah bah super, on va parler du bois, et puis quoi ? Alors bon, déjà oui, on va parler de ça, mais si vous pensez une seule seconde que les musiques de Kaamelott se résument à ça, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous n'allez pas en croire vos esgourdes d'à quel point la musique prend une place méga importante dans Kaamelott. Mais bon, t'as raison, on va remettre les choses dans l'ordre. La toute première chose qu'on a entendue de Kaamelott, ce sont bien ces 3 fameuses notes et leurs octaves jouées au corps. Et j'ai 2 choses à dire là-dessus. Déjà, quand on sait que la famille Astier a plus ou moins toujours baigné dans le théâtre, il est assez simple de faire le rapprochement avec le premier truc. Au théâtre, il est d'usage de frapper 3 coups avec un brigadier, On a décidé de devenir brigadier. un bâton qu'on tape sur le plancher de la scène, avant un lever de rideau pour attirer l'attention du public. Et cette tradition, il y a une hypothèse parmi d'autres selon laquelle elle viendrait du Moyen-Âge. Les 3 coups symboliseraient à l'époque la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour pallier au fait que le métier de comédien était mal vu par l'Église. C'était une manière de conjurer la sanction, quoi. Mais bon, je raconte ça juste parce que c'est intéressant d'en connaître l'éventuelle origine moyenâgeuse, vu que l'histoire de la série se passe à cette époque. Mais la signification actuelle, au-delà du fait que cette tradition commence à se perdre, c'est surtout celle d'attirer l'attention du public pour qu'il sache que la pièce va bientôt commencer. C'est quoi le début déjà ? Justement, faut se remettre dans le contexte des débuts de Kaamelott pour comprendre le deuxième point sur cette ouverture de la série. Kaamelott est une série télévisée forgée par Alexandre Astier, dont le premier épisode est sorti en 2005 sur M6. Et c'était une grande opportunité accompagnée de nombreuses restrictions. Il fallait créer une série au format qui convienne à une plage horaire précise, et donc en trouver un qui plaise, qui soit réalisable sans trop de difficultés, et qui soit assez pratique pour une production rapide. En gros, il fallait faire rapide, simple et efficace. Surtout au livre 1 quand le train s'est mis en marche très rapidement. Et nos 3 appels au corps, ça pose le ton de la série, car rien que ça, c'est simple et efficace. À chaque début d'épisode, cette note et son octave au corps, avec les balances un poil exagérées, se distinguant de tous les autres programmes, viennent prévenir toute la famille que Kaamelott est là, tel un cri de ralliement, un appel de guerre pour rassembler les troupes devant la télé. Tout le monde reconnaît ce son et s'installe confortablement pour chevader 7 minutes et se bidonner devant 2 nouveaux épisodes. Une note et son octave au corps, répétées 3 fois, et c'est gagné. C'est simple mais hyper intelligent. D'ailleurs, dans un souci de production rapide, le livre 1 de Kaamelott suit toujours le même template, le même plan, la même structure quoi. D'abord, on a notre ouverture de rideau qui appelle et rassemble tout le monde. Là, il y a une scène d'intro en rapport avec le thème de l'épisode. C'est un schéma assez courant, hein. Ensuite, on a notre générique du début qui se termine en question. En fait, les notes remontent, exactement comme quand on écrit une disserte. L'introduction se termine par une question. Là, on a notre premier acte, puis notre première transition musicale. Les transitions, même si elles ne durent qu'une seconde, reflètent l'ambiance de l'épisode. Par exemple, si l'épisode a un lien avec l'église, on pourra entendre ceci en transition. Mais je reconnais que c'est... La confession, sire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Alors, Boa. Au bûcher. Eh ben allez-y. Allez, c'est parti. Si l'épisode met en scène quelque chose de tendre, comme une romance par exemple, ce sera l'une de ces 2 jolies transitions à la harpe. Je vous entends toujours... Quand on assiste à une scène de mésentente ou d'affront, genre quand quelqu'un saoule Arthur ou quand Arthur va pas bien, ce sera souvent une de ces transitions à la place. Elle qui tient ma vie. Ça va? Ça va mieux? Non. Forcément, il y en a des différentes, sinon ce serait redondant, Arthur est souvent saoulé. Quand on assiste à une scène en lien avec la guerre, on entendra ce rythme au tambour militaire. On va courir vers des poules. Je vous signale. C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas fort. Bon, il y a une transition au gong que j'ai pas pu classer. Ça arrive. Vous me dites les caisses sont vides. Ça me saoule pour une fois que j'avais un classement tout parfait. Et enfin, si l'épisode parle de magie, ce sera ce petit jingle en transition. Qu'est-ce que je me... Faites-nous un sort. Pourquoi faire? Pour faire que Camille ferme sa
parenthèse sur les transitions et continue sa découpe d'un épisode standard, peut-être. Oui, bien sûr, mais avant ça, Un tout dernier mot. vous allez me dire, on s'en fout, les transitions durent à peine une seconde, c'est pas de la musique, c'est une ambiance sonore. Et ben moi je vous réponds, faites attention aux détails. Parce que grâce aux musiques de transition, on peut connaître en avance le ton de la scène qui va suivre et deviner ce qui va s'y passer. Par exemple là, Arthur est tout gentil et détendu, il chantonne avec la reine, mais pourtant il n'y a pas eu la transition à la harpe juste avant. Pourquoi alors? Parce qu'il va se friter avec la reine, mon Dieu! Vous dites toujours ça comme ça me scie les nerfs, moi. Souvenez-vous de ça, on peut deviner une scène rien qu'en écoutant les musiques de transition, parce qu'on va en reparler en abordant le livre 5. Bon, j'en étais où dans ma découpe d'un épisode standard, moi? Ah oui, j'en étais au fait qu'après la première transition musicale, il y a un deuxième acte, une deuxième transition musicale, le troisième acte, et le générique de fin qui est presque pareil que celui du début, sauf que les notes redescendent. Ce qui fait penser à une réponse. On avait la question en générique d'introduction, et la réponse en générique de fin. Puis on a la blague de fin, en guise de conclusion, encore un schéma standard. Et enfin, on a le dung, le point final concluant l'épisode. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe, ou pas? C'est Aristote, ça. Dès le livre 2, Astier commence très doucement à s'émanciper de ce schéma, mais ce qui reste toujours propre à cette série, c'est bien cette volonté de laisser énormément de place aux acteurs. La musique ne sert pas à habiller, mais à appuyer la découpe des épisodes et ainsi créer un rythme propre à la série, un dynamisme qui va de pair avec le comique ou le dramatique des situations mises en scène. La musique est donc utile. Oh oui, la musique c'est utile. Mais 3 notes au corps et des sons de transition, c'est pas de la musique. J'entends. Mais vous voyez, ce qu'on a vu va être important pour la suite. Si vous êtes un minimum intéressé par le bonhomme, vous saurez que c'est un musicien, un très bon musicien même, et un très bon compositeur. Et un musicien qui ne met pas de musique dans son œuvre, il y a forcément une raison. Et l'absence de musique est tout aussi analysable. Regardez 4:33 de John Cage, 3 mouvements de silence total. Allez pas me dire qu'on peut pas analyser le silence, bande de trous du... Moi, je pense que c'est parce qu'il fallait se grouiller de faire des épisodes une fois le contrat signé avec la chaîne. Mais utiliser une musique seulement pour habiller un épisode, ça ne colle pas avec sa manière de faire. J'imagine qu'il a pu profiter d'une pause intersaison à la fin du premier livre pour travailler sur quelques musiques. Et bim, dès le livre 2, on a des épisodes musicaux. Comme par hasard. Et c'est marrant parce que je suis tombée par hasard justement sur les épisodes pilotes de Kaamelott et j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y en avait 10 au total. Les 6 premiers épisodes pilotes sont vachement plus noyés dans de la musique. C'était une période de test, évidemment. Et la musique du générique avait une connotation très hispanique, étonnamment. Et dans les premiers pilotes, l'utilisation de la musique de manière plus abondante va de pair avec la manière de filmer, où il y a pas mal de changements de plans, de lieux, plus de caméra épaule, à l'inverse de la majorité de plans fixes et aérés qu'on connaît bien de Kaamelott. La musique, pour habiller, devient nécessaire avec un certain type de réalisation qui l'exige plus ou moins. Et c'est de ça qu'il a fini par se défaire au lancement de la série. Hey, regarde, j'ai trouvé une référence dans une musique des pilotes. Faire cramer. Bah oui. Avant que ce pignouf de bon dragon. T'entends pas la ressemblance? Bah non. Mais la cantina dans Star Wars. De toute façon, j'avais fini les épisodes pilotes. Je vous laisse et vous conseille d'aller les voir par vous-même. Pour revenir au livre 2 à 4, la musique, lorsqu'on l'entend en fond, est au début de la série utilisée en intradiégétique. Intra quoi? Intradiégétique, ce qui veut dire qu'elle est entendue autant par les personnages présents dans la scène que par nous qui sommes les téléspectateurs. C'est le cas pour la musique de la taverne quand Perceval et Caradoc boivent des coups par exemple, qui est aussi la musique du marché. Mais déjà, à partir du livre 2, tome 2, il y a des épisodes un peu spéciaux dans lesquels la musique est présente de manière extradiégétique, ce qui veut dire qu'il n'y a que nous en tant que spectateurs qui l'entendions. Dans cette catégorie d'épisodes, on a celui où Caradoc invente Le croc, messieurs. avec la petite musique d'action derrière. Au four à pain. Elle me fait aussi penser à quelque chose, celle-là. Ah, et tu vas pas avec le dos de la main morte, toi, quand tu fais des comparaisons? Y a un truc. Et c'est exactement ce qui se passe dans la tête de Caradoc. On lui donne une mission dans le seul domaine qu'il maîtrise, alors que d'habitude, on ne lui confie jamais rien. Dans sa tête, c'est Fort Boyard. Et il veut absolument réussir. En tout cas, il n'y a pas que celle-là qui est en extra-diégétique dans le livre 2, on a également la musique de la mangeuse de fleurs. La quoi? Bah tu sais, elle là, moi je sais plus comment elle s'appelle alors je fais comme je peux hein.
Quand Arthur s'entiche de cette paysanne qui vient squatter les jardins du château, il tombe amoureux et il y a une petite musique derrière. Vous l'avez déjà vu, le roi Arthur? Je l'ai croisé. Alors? Il est gentil? Gentil. Elle est très jolie, très douce, mélancolique. Je sais pas qu'est-ce que vous appelez Moi, gentil. ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'agit de la même gamme que la musique des Pupilles. C'est la gamme de Do mineur. Et ces deux mélodies de Kaamelott m'ont toujours fait penser à la sonate au clair de lune. J'avais jamais trop cherché plus loin, mais en fait c'est complètement normal que mon cerveau ait fait ce rapprochement tout seul, parce que bon, même si la sonate au clair de lune est en Do dièse mineur, gamme un demi-ton au-dessus de celle des Pupilles et de la mangeuse de fleurs, elle est tout de même dans le même mode que les deux musiques de Kaamelott. C'est le mode aéolien. Ce qui veut dire qu'on peut la transposer et tomber sur la gamme de Do mineur. Pour que vous compreniez mieux mon histoire, et restez avec moi, c'est pas très long, un mode, c'est l'ordre dans lequel tu joues tes tons et tes demi-tons. Ah! Mais pourquoi ça fait toujours ça? Pour le mode qui nous intéresse, on doit jouer les tons et les demi-tons dans l'ordre qui s'affiche à l'écran. En gros, quelle que soit la première note qu'on joue, les tons et demi-tons séparant chaque note suivante seront dans le même ordre. Et c'est pourquoi je peux transposer la sonate au clair de lune pour retomber sur la même gamme que les musiques de Kaamelott, parce qu'elles sont dans le même mode. Bref, un mode, au-delà de l'ordre des tons et demi-tons, c'est une question de couleur de la musique. Et là, dans la musique des Pupilles et de la mangeuse de fleurs, parce que tout ça c'est quand même pour expliquer le lien entre ces trois musiques, je vois exactement la couleur de la sonate au clair de lune. Parce que oui, il s'agit de la gamme mineure naturelle et du mode de la tristesse, ou plus justement de la mélancolie par excellence, omniprésent dans les ballades. C'est un mode qui est doux, calme, tendre, et ça c'est dû aux absences de tension. Mais il peut aussi sonner de manière émue ou passionnée, comme dans la musique de la détresse au dernier épisode du livre 4. Mais revenons à la musique pendant l'épisode des Pupilles. J'ai un autre rapprochement à faire avec la sonate au clair de lune. Si vous écoutez la composition de la musique des Pupilles, vous entendrez qu'elle évoque une musique plutôt populaire, comme la musique du marché, surtout si on prend en compte les instruments avec lesquels elle est interprétée. Avec leur crin-crin pourri. C'est une musique nostalgique en gamme mineure naturelle qui rappelle l'enfance et évoque la proximité d'Arthur avec le peuple en ce moment précis. Pour moi, c'est pas pour rien si elle a été composée dans le mode mineur naturel, car de son côté, Beethoven l'avait lui-même noté sur sa partition de la sonate au clair de lune, elle est presque une fantaisie. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas vue par son auteur comme une grande œuvre, mais qu'il s'agissait seulement de son ressenti nostalgique et presque funèbre, faisant partie d'un registre plus populaire, car c'était une partie de lui qu'il avait mis dans ce morceau, son amour déçu, sans aucune intention de plaire aux standards de l'époque. Ce morceau est sincère et nostalgique, et c'est exactement le sentiment que j'ai en entendant la musique des Pupilles, et aussi celle de la mangeuse de fleurs. Vous l'avez déjà vu, le roi Arthur? Je l'ai croisé. Alors? Il est gentil? Du coup, on a les clés pour comprendre en profondeur le personnage d'Arthur au travers des deux musiques, de l'épisode des Pupilles et de l'épisode de l'Enragé où intervient une nouvelle fois la mangeuse de fleurs. En fait, la musique en extra-diégétique nous permet d'entrer dans la tête d'Arthur et de devenir omniscient. Là aussi, la musique est utile. Elle n'est pas utilisée pour habiller, mais pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. Elle nous permet de tisser des liens avec tout ce qu'on connaît du personnage. Arthur est un personnage très mélancolique qui doit sans cesse supporter le poids du pouvoir. Il a quelques vagues souvenirs de son enfance, qui était un court moment où il a connu le bonheur avant de se retrouver chez les Romains. Et une fois à Rome, il a connu un deuxième bref instant de bonheur avec sa première femme, avec qui la séparation a été brutale. Chaque fois qu'il est heureux, ce bonheur lui est retiré aussi sec. C'est pourquoi Arthur se dit que cette femme ne va pas rester douce et gentille, car tout ce qu'il connaît de bon disparaît aussitôt. Je me demande combien de temps vous allez mettre avant de commencer à me faire chier. Si tout le monde en vit sa position... Remarquez, je vois pas pourquoi il sortirait, il doit avoir tout ce qu'il veut au château. Lui sait que non, il n'a pas tout ce qu'il veut. Arthur a d'ailleurs le visage fermé durant l'épisode de l'Enragé, parce qu'il est adulte, seul face à ses problèmes de roi qui sont la cause de son renfermement sur lui, exactement comme dans l'épisode des Pupilles à la fin, lorsqu'il revient le soir en tant que roi de Bretagne, alors que sa véritable personnalité est celle qu'on a vue juste avant, quand il s'était laissé porter par l'histoire comme un enfant, et qu'il avait laissé son visage s'ouvrir. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Alors qu'enfant, il était décrit comme curieux et heureux de vivre. C'est mignon ce moment.
intelligent, et puis curieux de tout. Et c'est pour ça qu'il s'entiche facilement des femmes et souhaite absolument retrouver ses enfants dans le livre 5, car ce sont ces deux bouffées de bonheur. Alors, dans l'épisode des pupilles et dans l'épisode de l'enragé, les musiques sont composées dans le mode mélancolique car ils ont trait aux deux traumatismes d'Arthur, son enfance gâchée et la femme qu'il a perdue. Notre omniscience nous permet de comprendre qu'Arthur cherche tout simplement à fuir ses responsabilités et à retrouver ce qui le rend heureux. Et c'est exactement comme la musique du Croque-Monsieur, la musique nous a fait nous rendre compte de ce qui se passe dans la tête de Caradoc, et ce qui se passe dans la tête de Caradoc, c'est Fort Boyard. La musique extra-diégétique nous rend omniscients. Et on en revient au fait qu'elle est utile, car elle nous en apprend plus sur les personnages. Dans les livres 1 à 4, beaucoup de musiques sont composées en do mineur. Déjà, ça nous fait ressentir cette nostalgie ambiante toujours présente, même au début de la série alors qu'on décrit les premières saisons comme comiques. Et d'autre part, garder la même gamme, je pense que c'est aussi un choix pour donner une certaine harmonie à toutes les compositions tout au long de la série, ce qui permet notamment de terminer la musique, soit par le générique de fin qui est en do mineur, soit par le doum de fin qui est justement un do. D'ailleurs, la musique de l'épisode de l'Assemblée des Rois se termine par le générique de fin. Elle commence par un accent pour nous surprendre de la même manière qu'elle surprend les rois. La musique dirige le spectateur, elle lui dit ce qu'il doit penser à chaque moment de la scène. Elle est sérieuse au début, basée sur une accentuation des notes et sur une composition stable et carrée, ce qui renvoie à la manière directe et automatique des rois de se défendre comme ils l'ont appris. Les rois se font surprendre, mais ils savent immédiatement comment réagir. On voit d'ailleurs Lot ne même pas comprendre que c'est une attaque, mais tout de même avoir le réflexe de maîtriser le premier assaillant. Cum dubitatione occiderunt. Ça veut rien dire, j'imagine? Ah si, c'est très juste, hein. Ça veut dire, dans le doute, je les ai butés. Quand les rois prennent clairement le dessus, la musique perd immédiatement de son sérieux. Elle semble déstructurer, ce qui change notre manière de percevoir la scène. On va commencer à y voir plutôt un côté comique, ce qui va de pair avec les images du combat burlesque au moment où les rois maîtrisent leurs assaillants et qui s'amusent à les défoncer d'une manière cartoonesque. Suffit de regarder la tête de Kate Chatter qui au début s'endormait presque et à la fin se marre totalement à taper la tête de l'autre sur la table en restant confortablement assis. Dans cette composition-là, je vois une bonne touche de burlesque. On le connaît bien, l'humour burlesque, dans les livres, au théâtre ou dans les œuvres cinématographiques, mais il existe aussi en musique. C'était tout un mouvement très en vogue au XVIIe siècle, et une des caractéristiques de ce genre musical, c'est que les compositions sont sautillantes, très gaies, ce qui va souvent de pair avec un assemblage d'instruments particuliers qui transmet cet aspect comique. Bon, c'est pas obligé, mais c'est souvent le cas. Ça peut être des percus, comme dans cet extrait de Richard Strauss, ou dans l'épisode de l'Assemblée des Rois, l'instrument grave avant qu'on entend, c'est un trombone, donne un côté déstructuré et comique. Évidemment, dans une œuvre audiovisuelle, la relation entre la musique et l'image est très importante pour mettre en avant le burlesque d'une scène. La fin de la musique forme un gros bordel bien construit, exactement comme ce combat comique mais maîtrisé auquel on assiste. Et cette transition déstructurée est faite pour nous emmener doucement à la musique du générique sans que l'on ne s'y attende. C'est tout un art de transmettre et de diriger les émotions du spectateur par la musique. Et ce que j'aime avec les musiques de Kaamelott, c'est que c'est toujours bien ficelé par rapport au contexte immédiat ou plus global de la série. Rien n'est là pour rien, tout est là pour une raison. On a eu cette tension qui a abouti à une résolution comique menant au thème arrangé du générique. Et le fait que ce soit un seul mec qui ait écrit et réalisé la série d'une part, et composer toutes les musiques d'autre part, c'est ça qui permet d'obtenir cet ensemble harmonieux. C'est ça qui a fait que de tels arrangements musicaux dans un format court aient été réalisables. C'est pas commun d'avoir un réalisateur qui est aussi crédité comme compositeur. Il y aurait d'ailleurs seulement 3,3% de la totalité des productions cinématographiques et audiovisuelles pour lesquelles ce serait le cas. Mais en tout cas, ça joue grandement, parce que l'harmonie d'une œuvre passe par tous ses aspects. On s'en fout de l'harmonie, nous on veut de l'action. Si tu veux, il y a un autre épisode avec un peu d'action, l'épisode du complot où Arthur se fait attaquer en pleine nuit. Le côté très rythmé de cette musique, qui arrive dans 2 secondes, il appuie celui du montage, alors que la chorégraphie est quant à elle super simple si on l'imagine en plan fixe. La tension n'est que dans la tête d'Arthur, pas dans le mouvement. Et Astier nous fait nous rendre compte de cette tension par la musique. Du coup, comme pour toutes les autres musiques extra-diégétiques de Kaamelott,
Cette musique nous fait comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage, en l'occurrence Arthur. Et elle est en 7-8, ce qui appuie énormément cette tension. En fait, le 7-8, qui est une signature rythmique, transmet la sensation d'inconnu un peu bancal qui est exactement le sentiment qu'a Arthur face à un danger qu'il n'a pas encore identifié. En vrai, Astier aime beaucoup utiliser le 7-8 ou le 9-8 quand il veut exprimer une tension ou un désordre dans la tête d'un personnage. Mais on verra ça en parlant du livre 5 avec la musique du départ de Merlin que j'adore. Les signatures rythmiques utilisées sont très révélatrices du sentiment qu'on veut faire passer. Tout à l'heure, on avait le mode que j'avais nommé la couleur de la musique, donc le sentiment, et ici on a le rythme qui est l'élan, Pas l'animal. le mouvement si vous préférez. Pause. T'as un mec qui se plaint de ne pas savoir ce qu'est le 7-8. Ben dis-lui que si assez de gens like son commentaire, on fera une vidéo dessus. De toute façon, c'était prévu de faire une vidéo sur les signatures rythmiques et les ambiances différentes qu'elles créent. Bon, on revient à nos affaires. Les violons appuyés ne sont présents qu'à partir du moment où Arthur voit le danger. Et il s'arrête tel un battement de cœur qui s'estompe au moment où la menace est éliminée. C'est une des premières fois où la musique spoil un peu ce qui arrive dans Kaamelott, comme dans les films d'aventure ou les jeux vidéo. Attendez, on va faire une découpe de la scène en musique, parce que c'est marrant. Quand Arthur sort de la chambre, il est dans l'inconnu et en impro total. Là, la musique est sur une gamme qui en fait peut être 2 gammes différentes, parce qu'il manque une note pour savoir si on est en altéré superlocrien ou en demi-ton, ton sans sixte. Ah oui, j'ai décidé de vous faire chier un peu quand même avec mes noms à coucher dehors. Bon, je connais rien par cœur, je triche, j'ai mon site fétiche que je vous mets en description. Mais là où je voulais en venir, c'est que rien que le fait de ne pas pouvoir déterminer la gamme, ça fout un sentiment d'instabilité, même si on n'y connaît rien en musique. L'oreille perçoit l'émotion et le mouvement qui sont transmis par la composition. Quand c'est pas tout carré pour l'oreille, on est dérangé. Voilà, c'est ça qui manquait, la nappe au violon qui arrive et mène la tension à son apogée, et qui, au passage, nous donne la note qu'il manquait pour déterminer la gamme. On a la pièce manquante. Moi je sais enfin qu'on est en demi-ton, ton sans sixte, et Arthur comprend qu'il se fait bel et bien attaquer par quelqu'un de réel et que c'était pas juste dans sa tête. Il y a un côté mystique de la bougie qui se souffle toute seule, ce qui est appuyé par les cloches qui donnent un côté ésotérique avec cet accent posé par l'instrument avant qui semble souffler la bougie, et ce tout image musicalement le mouvement de l'agresseur qui semble ouvrir une porte, ce qui éteindrait la bougie. Même si l'action fait cheap avec des coupes à tout va, le choix des plans et leur emboîtement avec la musique marche super bien. Du coup, quand Arthur comprend au moment de la nappe en crescendo au violon qu'il est attaqué par une personne bien réelle, la gamme se définit sur quelque chose de plus attendu, tandis qu'il se met à se défendre comme il sait le faire. On est toujours sur du Do, parce que je l'ai déjà expliqué, harmonie des compositions, tout au long de la série, tout ça, mais là on est sur une gamme sans sixte qui a une sonorité un peu étrange. Mais on se doit aussi de parler des 2 épisodes sur le oud. Là aussi, on va faire une analyse de personnages au travers d'épisodes musicaux. Arthur, ça se voit clairement, il cherche son évasion par la musique. Toujours qu'on se fasse emmerder. Il aimerait bien communiquer des sentiments au travers de sa musique à son entourage, mais sans grand succès. Son rapport à la musique ne colle pas avec la sensibilité creuse que les autres peuvent avoir vis-à-vis de ce qu'il joue en fait. C'est toujours un peu délicat de parler d'amour au con. Déjà, on a Demetra qui est dans le flou total et qui comprend pas du tout l'aspect romantique de la musique. Ça vient d'où ce machin? Et pourquoi vous en jouez? Une sérénade pour vous séduire. Vous avez pas besoin de me séduire puisque je suis déjà là. Après, on a Guenièvre qui est sensible, mais de manière cruche et gourde, c'est-à-dire qu'elle fait des associations d'idées complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous plaît pas? Si, mais c'est tellement triste. Elle énerve Arthur parce qu'elle pleure sur un morceau qui est pourtant loin d'être triste puisqu'il est de mode majeur. C'est bien le fait qu'elle ressente de la tristesse en écoutant un morceau majeur qui énerve Arthur. Triste, pourquoi triste? Ça me fait penser à ceux qui sont loin de chez eux. Guenièvre ne comprend rien au sentiment que met Arthur dans cette musique, ce qui finit par l'agacer. Mais vous jouez plus? Non, ça va, là j'en ai marre. En fait, Guenièvre, elle représente celle qui aime la musique à la mode, la musique populaire au sens de ce qui s'écoute dans la vague du moment, quoi. C'est pour ça qu'elle ramène des bardes, par exemple. J'ai besoin de la place parce que j'ai fait venir un bar pour ce midi. Ben nous, ce qui compte, c'est que ça chante. Ensuite, on a Léo Dagan et Dame Célie, qui sont énervés par la musique. Il était déjà chiant avant, là qui joue de la guitare maintenant. Ils font partie de ceux qui considèrent les musiciens comme des traîne-patins, car la musique n'est pas un vrai métier. La prochaine fois que je le vois avec un luth, je lui casse sur la tête. Ils représentent un peu l'oppression des artistes, les esprits terre à terre qui s'empêchent et empêchent les autres de rêver. Il n'y a pas une tourelle qui tient debout et l'autre, il fait de la musique. C'est un mou.
Et enfin, on a Perceval et Caradoc qui, eux, partent sur un truc rythmique et joyeux, alors qu'Arthur a dit plutôt à Démétra qu'il s'agissait d'une sorte de sérénade, donc un air romantique. Comme la neige dans le vent. Non, merci, c'est bon. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Perceval vient d'inventer le caronne, là, non ? Perceval et Caradoc sont le côté populaire qui aime à chanter des canons, qui sont les chants populaires de l'époque. En gros, ils sont la pop culture du Moyen-Âge, quoi. Viendras-tu donc, belle amie, digue dondaine. Ils vous reprenaient tout de suite. Mais Caradoc a un esprit très fermé et ramène toujours les choses à ce qu'il connaît, en l'occurrence à une chanson d'un style qu'il connaît, donc occidental, ce qui va d'ailleurs de pair avec son racisme récurrent. Je préfère vous prévenir tout de suite, vous partez pas gagnant. Arthur est en fin de compte saoulé seulement lorsque Caradoc commence à chanter, plus que par Perceval qui, avec son caronne improvisé, fait une rythmique qui pouvait coller en soi. Comme la neige dans le vent. Non, merci, c'est bon. Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve, barrez-vous. J'aime à penser que Perceval puisse être le seul du château capable de comprendre Arthur musicalement. Arthur comprend et apprécie tout type de sonorité musicale. Dans un des épisodes sur le oud, il joue d'ailleurs une mélodie hispanique, ce qui montre son ouverture aux autres cultures. Dans le deuxième épisode sur le oud, on a Yvain qui joue mais sans s'accorder, et il est complètement à côté de la plaque en musique, ce qui énerve Arthur. Car Arthur aime ce qui est joli, même si ça ne reste pas forcément dans les règles. C'est pour ça qu'il dit à Yvain d'au moins mettre les cordes à l'unisson, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de jouer dans l'accordage officiel, mais il faut que ça sonne un minimum bien quand même. Pareil, face aux restrictions musicales de l'église, il reste indifférent et non ne pas être dérangé par aucun intervalle tant qu'il sonne bien. Toujours des quartes, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversement de tierces. Et j'allais même dire un petit intervalle diminué de temps en temps. Pour revenir au deuxième épisode sur le oud, Arthur ne supporte pas qu'on fasse n'importe quoi à ce point comme le fait Yvain. Pourtant, il change rapidement de ton lorsqu'il se rend compte qu'Yvain a trouvé le oud qu'on peut s'imaginer avoir été mis au débarras durant toutes ces années, et qu'il s'y est intéressé de lui-même et a essayé d'en jouer sans aucune connaissance. Arthur, qui est venu pour gueuler de base, est témoin de ça, et, touché, se met à vouloir lui enseigner un minimum de base. On voit qu'Arthur est tout de même content au final quand quelqu'un s'intéresse à la musique. Même pour ça, il prend directement un rôle de mentor. J'ai un problème avec Bohort, parce que dans l'épisode de La Quinte Juste, on voit clairement qu'il connaît la musique tout autant qu'Arthur. Mineur. Mais pourtant, quand il s'était mis à chanter avec Yvain qui joue faux dans le deuxième épisode sur le oud, il n'avait pas mis ça sur le compte de l'accordage. Les harmonies ne sont pas très heureuses, mais je n'avais pas mis ça sur le compte de l'accordage. C'est pas logique, quelqu'un d'averti en musique est censé entendre ça directement. Peut-être que c'est parce que c'est un instrument exotique ? Mais le personnage de Bohort reste parmi les rares à avoir une connaissance musicale et à s'intéresser à toutes les formes d'art. Tous les épisodes en lien avec la musique nous montrent deux choses sur Arthur. Déjà, ils appuient forcément sur le fait qu'Arthur soit le seul érudit au milieu d'ignorants, ce qui est une des causes de son renfermement sur lui, et ils servent aussi à appuyer l'ouverture d'esprit du personnage d'Arthur qui a une compréhension avant-gardiste de la musique, si bien qu'il est capable, à l'inverse de Père Blaise qui représente l'étroitesse d'esprit de l'église, d'apprécier des palettes beaucoup plus larges de sonorités, en plus de les comprendre parfaitement. Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape. D'ailleurs, on y vient forcément. L'épisode de La Quinte Juste est là pour montrer à quel point l'église tentait de prendre le pas sur la musique et d'interdire les intervalles non justes, entre autres. Il y a un seul truc de valable, c'est juste. Cet épisode est génial. C'est à la fois un cours d'histoire de la musique, de théorie et de pratique. Il se tient forcément parmi mes préférés. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Très bien. Mais je vais pas en parler plus ici, parce que ça, on le verra dans un épisode sur les influences de l'église sur la musique. Ouais, ça énerve que je parle pas plus de l'épisode le plus clairement musical. En réalité, très tôt dans la série Kaamelott, dès le livre 2, on voit très nettement qu'Astier a fait prendre une place très importante à la musique. Il a emmené ça très doucement et très intelligemment, mais on voyait transparaître son désir d'introduire de la musique, même en étant plus ou moins limité par un format court au début, ce qui n'est pas évident du tout. C'est pour cette raison que beaucoup de ses compositions musicales sont en do mineur, parce que, vu que les épisodes sont de format court, il fallait un moyen pour atterrir soit sur le générique, soit sur le dung de fin, de manière agréable aux oreilles des téléspectateurs, pour que le tout forme une composition unie et harmonieuse. A l'inverse, dans un format plus long, on peut prendre le temps de faire venir chaque musique, et là, on est beaucoup moins limité en composition. C'est ce qui va se passer dans les livres 5 et 6. Les compositions vont être différentes, car là, c'est une autre approche qu'a eu Astier, qui est d'associer un thème musical à chaque personnage qui tient son importance dans l'histoire. C'est pas pour dire, mais cette vidéo commence à être vachement longue quand même. Ouais, t'as raison. Bon, on peut faire la suite dans une deuxième vidéo alors. Bon, attends, laisse-moi conclure quand même. Plus on avance dans les saisons, plus
plus, la musique prend une place importante et joue un rôle à part entière. On peut dire de la musique qu'elle compte dans Kaamelott. Attends, mieux La musique compte Kaamelott. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, t'as raison, on va le garder. Eh ouais, c'est de moi. Il y en a là-dedans. Ouais, te la pète pas trop quand même, hein, mais ouais, c'est bien. La musique est omnipotente. Je fais partie des gens qui pensent que la musique est un cran spirituel dans un film, un spectacle qui est au-dessus du reste. On a affaire à une entité qui est au courant des choses avant qu'elles n'arrivent.